Bienvenue au podcast Le Petit Cours féministe, le podcast où on jette un regard nouveau sur la recherche universitaire et où on jase de la place du féminisme dans le milieu académique, puis de féminisme tout court. Ici, on cherche à vous révéler ce que vous savez pas sur les femmes et les personnes issues de la diversité de genre, sur leur place dans l'histoire et dans la société, le tout dans une perspective féministe intersectionnelle. En gros, on discute avec des chercheurs féministes de leur domaine d'études, de leurs recherches, des difficultés d'être une femme ou une personne issue de la diversité de genre dans le monde académique et de mansplaining. Le fleuve Saint-Laurent devrait-il être une entité juridique? Qu'est-ce qu'un crime contre l'environnement? Pourquoi les patrons des compagnies qui polluent ne sont-ils pas en prison? Pourquoi les femmes sont-elles plus affectées à l'échelle mondiale par les changements climatiques? Devrait-on punir celles qui abusent des ressources naturelles et qui mettent en danger l'avenir de l'humanité? Ce sont toutes des questions qui ont rapport avec deux sujets, les dommages environnementaux et le féminisme. Ce sont aussi des questions centrales dans un champ d'études peu investi jusqu'à présent, la criminologie verte. Pour cet épisode, je rencontre Malaïka Jacques-Bérubé, qui, dans ses travaux de recherche, s'est penchée sur ces enjeux actuels. Voyons voir comment le capitalisme et l'exploitation de nos ressources posent des problèmes moraux difficiles à résoudre. Donc, bonjour Malaïka, bienvenue au podcast. Est-ce que, d'abord, tu peux nous définir un peu ce que c'est la criminologie verte? Oui, donc la criminologie verte, on va vraiment s'intéresser à la relation entre les préjudices environnementaux et les problèmes sociaux. On va s'intéresser aux victimes et aux responsables de ce genre de délits-là. Il faut comprendre que ce qui fait en sorte que la criminologie s'intéresse aux crimes contre l'environnement, c'est vraiment parce que c'est des dommages qui sont causés par l'être humain. Donc, si par exemple on parle d'une tornade c'est un événement naturel pour lequel l'humain n'a pas en fait causé ça. Si on parle par exemple d'une tornade qui avait lieu il y a 500 ans, maintenant on s'intéresse au phénomène des tornades peut-être parce que les changements climatiques accélèrent leur nombre, leur gravité. Donc c'est vraiment le rôle de l'être humain qui fait en sorte que la criminologie s'intéresse aux crimes contre l'environnement. Aussi, on peut pas parler de criminologie verte sans parler de justice environnementale, de problèmes d'inégalité, de disparité sociale. Puis, c'est vraiment un champ qui est vraiment divers. Là, on parle des individus qui ont commis les crimes, des victimes animales, humaines, végétales, des peines, des préventions des crimes, de la réduction des dommages. Ça touche autant le droit civil, criminel que administratif. Donc, c'est vraiment un champ de recherche qui est super complexe et très divers. Et est-ce que tu peux nous donner quelques exemples précis de crimes contre l'environnement? Oui, mais certainement. En fait, ça demande peut-être de définir un peu le concept avant de ce qu'est un crime environnemental. Souvent, on n'en entend pas vraiment parler, donc je vais prendre un petit moment pour l'expliquer. Il y a deux façons de définir ce genre de criminalité-là. Il y a une approche qui est strictement légale, qui est celle que tout le monde connaît vraiment quand on parle de criminalité. Donc, les crimes, ça va référer à des actions qui enfreignent les lois environnementales en vigueur et qui sont passibles d'une peine. Donc, c'est vraiment les crimes comme on les connaît, exemple, voie de fait, c'est proscrit par la loi et il va avoir une conséquence. Donc, l'aspect positif avec cette définition-là, c'est que c'est très précis. On a juste à aller voir les lois environnementales et puis ils sont là, les crimes contre l'environnement. Ce qui est un peu difficile avec cette approche-là, c'est qu'en fait, il y a un enjeu de territorialité qui se pose. Par exemple, quand une entreprise occidentale va dans un autre pays, cause des dommages à la nature, par exemple dans le secteur minier, ils vont commettre des actions qui sont interdites dans le pays où est-ce qu'elles sont enregistrées, mais potentiellement permises dans le pays où est-ce qu'ils commettent leurs dommages. Donc là, est-ce que la criminologie peut se questionner sur ces comportements-là? Puis aussi, c'est qu'une grande partie des atteintes à l'environnement sont permises. Il existe dans la majorité des pays un régime de permission qui autorise beaucoup d'actions, surtout commises par les grandes entreprises, qui causent des dommages à la nature. Donc, ce qui nous amène à l'approche socio-légale. Donc, il y a certains chercheurs qui considèrent que la criminologie doit pas se limiter aux crimes contre l'environnement tels que prescrits par la loi. Donc là, un crime contre l'environnement, on va plus parler d'action qui est causée par des êtres humains, qui va endommager la nature, qu'il soit ou non permis par la loi.
Ben, ce qui est difficile avec cette approche-là, c'est que ça fait référence à un très grand éventail d'actions. Tu sais, c'est moi et toi, en sortant dehors, on peut endommager la nature. Est-ce que ça compte, oui ou non? Donc, ça amène des questions à ce côté-là. Mais sinon, ben, ça a le défaut de sa qualité, c'est que ça permet vraiment d'inclure des activités légales, mais extrêmement dommageables. Donc, on peut parler, pour revenir à ta question initiale, d'exemple, ben, on parle de trafic d'animal, de pollution, de l'air, de l'eau, de la terre, de prélèvement illégal de ressources naturelles. C'est vraiment un éventail d'actions qui est super large. Un en particulier qui, moi, il m'avait vraiment marqué pendant le tout début de mes études, là, c'était l'affaire qu'on appelle la Reine contre Hydro-Québec. Pourquoi la Reine? Parce que ça s'est rendu jusqu'en Cour suprême du Canada. En fait, en 1988, le gouvernement canadien a fait un arrêté qui est comme l'équivalent un peu d'une loi qui interdisait d'utiliser du biphényl chloré, qui est un produit qui est hautement toxique tant pour la nature que pour l'être humain. Donc, d'en émettre au-dessus d'une certaine quantité qui était, je pense, à 1 gramme par jour. Mais Hydro-Québec a enfreint cette réglementation-là et a été accusé d'avoir commis un crime contre l'environnement. Mais l'affaire s'est rendue jusqu'en Cour suprême parce que Hydro-Québec disait que le Canada n'avait pas le droit, en fait, de mettre en place des législations environnementales, que c'était pas vraiment du domaine criminel. Ce que je trouve qui est intéressant avec cet exemple-là, c'est que des fois qu'on pense à des crimes contre l'environnement, on pense à des grandes pétrolières qui vont déverser du pétrole dans les océans. Mais là, on a affaire à une entité gouvernementale qui a émis des produits qui sont hautement dommageables là, pour la vie humaine et qui, en plus de l'avoir fait, s'est quand même rendu jusqu'en Cour suprême pour avoir le droit de le faire. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de crimes contre l'environnement. Oui, ma troisième question, en fait, elle est un petit peu dans ce sens-là, parce que là, on parle des grosses entreprises, mais j'ai une question qui va nous faire probablement tous paranoïer, mais est-ce que tu as des actions ordinaires qui sont ou qui pourraient être considérées comme aussi comme des crimes contre l'environnement? Oui, c'est ça. On va essayer de pas tous paranoïer ensemble après ça. Mais en fait, des actions ordinaires, quand on parle de dommages à l'environnement, c'est vraiment des actions qui sont commises sur une base régulière par la majorité de la population et qui sont souvent perçus comme socialement acceptables, mais qui, quand on les additionne, vont avoir des conséquences vraiment négatives sur l'environnement. Fait ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des activités routinières que les individus commettent, qui, prises séparément, ont pas vraiment d'impact sur l'environnement. Donc, tu sais, il faut pas se sentir particulièrement mal de commettre ces gestes-là parce que c'est possible qu'on se rende même pas compte qu'ils sont négatifs pour l'environnement. C'est vraiment que mis ensemble, quand ils s'additionnent, ils vont participer à, par exemple, augmenter la pollution de l'air, de l'eau, du sol, la destruction des écosystèmes, des changements climatiques. Donc, mis ensemble, ça a vraiment des conséquences importantes. Un exemple d'action ordinaire qui endommage l'environnement, ça serait ne pas recycler. Par exemple, jeter des produits, jeter ses déchets dans un parc à la place de les jeter dans la poubelle. Il y a un exemple qui, moi, m'avait vraiment marqué aussi, c'était de faire des tours de voiture pour le plaisir. Tu sais, des fois, quand on est inquiet, on est anxieux, mais aller faire un tour de voiture, tu sais, c'est relaxant, ben, tu sais, ça reste que c'est quelque chose qui, si à go, tous les êtres humains faisaient ça, ça serait vraiment dommageable pour l'environnement. Est-ce que ça devrait être des crimes contre l'environnement? Bon, ça, au sens légal du terme, je dirais que non, parce que par définition, c'est des choses que tout le monde fait. Mais donc, par exemple, est-ce que si on jette un déchet sur le sol, on devrait avoir une amende? Je pense pas. Je pense qu'il faut quand même rester concentré sur les actions qui sont particulièrement dommageables, comme commises par les grandes entreprises. Mais peut-être qu'un jour, ça va être le cas que certaines actions dommageables vont être des crimes contre l'environnement. On pense par exemple à arroser le gazon en temps de canicule. Ben, il y a des villes qui ont adopté des amendes. Il y a 20 ans, ça a été une action tout à fait ordinaire, là. Donc, je pense pas que c'est des crimes contre l'environnement en ce moment. Peut-être que ça pourrait le devenir. Puis, je pense que c'est surtout une question d'éducation là, de la population, de se rendre compte que les petits gestes mis ensemble là, peuvent faire vraiment une différence. Puis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du concept d'énocide? Moi, c'est la première fois que j'entendais ce mot-là, mais ça a beaucoup résonné en moi. Mais... Oui, en fait, ben c'est ça, là, on s'en va vraiment à l'inverse des actions ordinaires. Fait que c'est le concept d'écocide qui part vraiment de la perspective socio-légale dont on parlait tantôt. Donc, on parle pas nécessairement d'un crime au sens de la loi. Ça peut être une action qui est interdite ou qui
qui est permis, je veux dire, ou qui au moins n'est pas prohibé, pour lesquels il n'y a pas de législation. Ça a commencé l'utilisation de ce terme-là par l'utilisation de l'agent orange à la guerre du Vietnam. C'est quelque chose, ça vaut la peine de s'informer. Là, on a beaucoup entendu parler de l'utilisation de cet agent-là par les troupes américaines sur les populations vietnamiennes, des impacts que ça a eu sur les humains, mais aussi des écosystèmes entiers là, qui ont été ravagés. Donc, on s'est rendu compte que avant, l'être humain, on avait conscience qu'il pouvait faire des génocides. Mais là, en plus de faire des génocides, il y a la notion d'écocide. En fait, quand éco vient de oikos qui veut dire maison, puis sidaire, c'est détruire. Fait qu'on parle de génocide, féminicide, c'est l'aspect de détruire quelque chose. Donc là, c'est de détruire notre maison qui, dans ce cas-là, est la planète Terre. Donc, on va vraiment parler là d'un dommage qui est grave, qui est durable à la planète, donc les océans, l'atmosphère, etc., puis qui va atteindre aussi les fonctions écosystémiques d'un endroit dont les populations locales vivent. Donc, ça peut empêcher vraiment de vivre à certains endroits. Donc, on parle vraiment de dommages qui sont importants. Puis, d'un point de vue féministe, est-ce que tu vois des liens entre, par exemple, l'exploitation de l'environnement et l'exploitation des femmes dans nos sociétés? Je dévie un peu, là, mais j'ai quand même envie de t'entendre sur cette question-là. Ben, ça vaut la peine de dévier pour parler de ça. Je trouve que c'est vraiment une bonne question. Quand on parle d'exploitation, en fait, ce dont on parle de système d'oppression. On parle de domination des femmes par l'homme. Mais ce système d'oppression-là, ben, on peut aussi le voir par l'exploitation de la nature par l'homme aussi. En fait, il va falloir repenser les relations de genre, mais il va aussi falloir repenser les relations à la nature. Par exemple, quand on parle d'écoféminisme, ben, les critiques qui sont faites c'est des critiques sur l'exploitation de la femme, mais aussi sur l'exploitation de l'environnement. Quand on parle de patriarcat, capitalisme, dévalorisation du care, c'est des systèmes qui nuisent aux femmes et à l'environnement. Si je prends l'exemple du capitalisme, par exemple, qui se base sur une croissance toujours infinie, ça prend toujours plus de ressources, il faut qu'il y ait une croissance, ben ça s'applique, ça a des conséquences sur le corps de la femme. Le corps de la femme devient une source de revenus qu'il faut contrôler, qu'il faut toujours plus utiliser. Mais c'est la même chose par rapport à la nature. On se positionne de la même façon. Donc, il faut stopper l'exploitation des femmes et de la nature, ce qui amènerait une refonte complète du système, parce qu'on s'en rend pas compte, mais ou peut-être qu'on s'en rend compte, mais beaucoup de parties de notre société sont basées sur ces exploitations-là. Est-ce que c'est impossible? Non. Et on n'a pas toujours été, par exemple, capitaliste. Il y avait un avant et j'ose espérer qu'il y aura un après. Donc, je pense que ces exploitations-là vraiment s'entrecroisent. J'avais lu, par exemple, un exemple qui était très intéressant il y a des publicités environnementales qui, par exemple, vont utiliser, sexualiser le corps de la femme pour attirer l'attention. Fait que là, on se retrouve à un entrecroisement entre on peut militer contre l'exploitation de la nature en exploitant la femme, mais on peut aussi militer contre l'exploitation de la femme en exploitant la nature. Donc, il y a aussi, là, va falloir peut-être être plus alliés à ce niveau-là pour les deux causes, mais oui, c'est sûr que je pense qu'il y a un lien direct entre les deux. Puis ma prochaine question va un petit peu dans ce sens-là, parce que tu expliques dans un article que, dans le fond, les crimes contre l'environnement, ça réduit la sécurité des citoyens, sur le plan alimentaire notamment, puis aussi dans l'accès au logement. Puis à l'échelle mondiale, on sait que ça affecte plus spécifiquement les femmes à bien des égards. Puis est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, ben en fait, quand on parle, par exemple, de changement climatique, les hommes, les femmes, pour être capables de faire face et de s'adapter, de trouver des solutions rapidement, de trouver des solutions qui vont être efficaces, ben ça leur prend des moyens pour faire ça. Mais cette capacité-là d'adaptation et de réponse, ben on se rend compte que ça dépend de plusieurs facteurs. On peut parler du statut social, des revenus, de l'accès aux ressources, de l'accès aux moyens de production, aussi à l'information. Puis c'est des facteurs qui font défaut aux femmes à travers le monde. Donc, ça fait en sorte que les femmes ont moins de moyens pour faire face à ces changements-là. Les femmes, par exemple, ont un accès réduit à la terre, à la propriété, au crédit, à la formation.
à l'utilisation de nouvelles technologies qui sont tous des moyens de réagir au changement climatique. Donc, le fait que les femmes possèdent moins de richesses économiques, ça fait en sorte qu'on se retrouve peut-être à être moins, en fait, certainement, à moins pouvoir s'adapter et à se protéger des enjeux environnementaux. Ça peut faire en sorte que certaines femmes, d'ailleurs, se retrouvent beaucoup plus dépendantes hommes, frères, pères, conjoints. Aussi, c'est pas juste quand on parle de facteurs là, qui nous permettent de s'adapter, mais réellement, les changements climatiques, les catastrophes naturelles tuent plus de femmes que d'hommes. Les femmes et les enfants sont 14 fois plus à risque de mourir dans les cas de catastrophes naturelles. Ça, c'est indéniable. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Entre autres, les capacités de survie, c'est quelque chose qui est typiquement vraiment plus enseigné aux garçons. Par exemple, les garçons vont, là, je parle à travers le globe, le plus savoir nager, vont avoir grimpé aux arbres quand ils étaient jeunes à la place d'aider dans la cuisine, par exemple. Mais ça, c'est des aptitudes qui, en cas de cyclone, peuvent être particulièrement utiles. Aussi, ça peut s'expliquer par le fait que les femmes qui sont enceintes, les femmes qui allaitent sont particulièrement là, vulnérables. On voit, par exemple, on peut voir une hausse des taux de mortalité maternelle après des catastrophes naturelles. Puis, je pense qu'il faut surtout pas oublier que les femmes sont généralement et historiquement mises à l'écart de la prise des décisions. Donc, avant les catastrophes naturelles ou avant qu'on se rende compte des changements climatiques, mais maintenant où est-ce qu'on est en fait en mode de relance post-catastrophe, ou est-ce qu'on est en mode adaptation au changement climatique, mais les femmes sont moins présentes. Puis ça peut avoir des impacts sur les politiques parce que hommes-femmes dans différents pays vivent pas nécessairement la même mentalité, la même réalité, excusez-moi, et donc auraient pas les mêmes idées peut-être pour s'adapter à ces difficultés-là. Sinon, c'est sûr que tout ce qui est sécheresse, inondation, baisse de fertilité, mais souvent, c'est les femmes qui s'occupent de tout ce qui fait vivre la famille, donc d'aller chercher l'eau, d'aller chercher la nourriture. Puis là, les changements climatiques font en sorte qu'on entre dans un engrenage qui est super dangereux, que si les ressources sont plus loin, mais les femmes doivent consacrer plus de temps à un travail qui est non rémunéré. Ça se peut qu'elles quittent l'école plus tôt parce que, par exemple, la mère va avoir besoin d'aide, donc sont moins informés, ils ont moins d'argent, ce qui nous ramène à leur capacité, en fait, de se protéger, qui devient de plus en plus limitée dans un contexte où est-ce qu'il y a de plus en plus de catastrophes. Donc, c'est vraiment une question, oui, qui dévie de notre sujet précédent, mais qui est tellement importante. Puis aussi, ça peut amener à se pencher sur la notion de conflit. Quand on parle de raréfaction des ressources, on parle inévitablement de conflit. On sait que ça peut même mener à une augmentation des risques de guerre civile. Quand il arrive des choses comme ça, souvent les hommes sont plus victimes de décès et de blessures physiques. Par contre, pour les femmes, ça peut dire une augmentation du risque de viol, du risque de violence intrafamiliale, de violence par d'autres personnes. Donc, il y a l'aspect de conflit aussi qui nuit vraiment à la sécurité des femmes quand on parle d'enjeux environnementaux et de changement climatique. Puis, je pense que ça souligne l'importance de l'intersectionnalité quand on parle de changement climatique. Les femmes qui appartiennent à des groupes traditionnellement exclus, les femmes les plus pauvres sont encore plus à risque. Leur sécurité va être encore plus, ou est déjà en fait, encore plus mise à l'épreuve. Les femmes noires, les femmes de pays plus défavorisés, les femmes autochtones sont plus à risque. Donc, c'est assez complexe, mais ça montre l'importance d'une approche qui est intersectionnelle. Je te remercie parce que tu viens de me donner vraiment de très bons arguments pour m'obstiner avec les personnes de mon entourage. C'était vraiment parfait. Je prends tout ce que tu viens de dire en note. Yes, en plus, là, je pense que j'ai commencé ma maîtrise pour cette raison-là. Je me suis dit, des fois, je sais pas comment me chicaner, tu sais, quand on parle d'environnement puis de la place des femmes. Fait que là, j'ai de plus en plus d'arguments. Oui, exactement. Mais c'est fou à quel point je trouve que les personnes universitaires, mettons, vont être portées à faire beaucoup de recherches, tu sais, pour prouver justement à leur entourage qu'ils ont tort. Mais c'est un travail intellectuel que les gens qui nous obstinent font pas toujours, tu sais, parce que leurs opinions sont basées sur des sentiments. Mais on en reparlera. Exact. Ouais, c'est ça. Et à la fin de la question, il porte plus là-dessus. Mais moi, j'aimerais vraiment savoir ton domaine d'études, j'en avais jamais vraiment entendu parler. Puis, selon toi, les crimes contre l'environnement,
pourquoi c'est un champ d'études qui a été aussi peu investi, puis même, tu sais, on est en pleine urgence climatique en ce moment, mais ça reste quand même assez peu investi malgré tout. Oui, mais en fait, tu sais, t'en avais jamais entendu parler, puis je pense que c'est tout à fait normal. J'en avais pas entendu parler avant ma dernière année de bac, je pense, et c'est même pas dans mon curriculum que je l'ai entendu. Tu sais, pour donner un exemple sur le portail Cairn, je pense, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est un portail de recherche, là. Quand on tape délinquance sexuelle, on a plus de 200 textes, crime organisé, plus de 2000 textes, et quand on parle de criminalité environnementale, il y a 20 articles qui sont proposés, crimes environnementaux 27. Ça, c'était en 2017, ces informations-là, mais quand même, on voit qu'il y a une différence de 200 ou 2000 textes là, par rapport à des sujets qui, somme toute, c'est pas parce qu'il y en a un qui est plus dommageable que l'autre, là. Les crimes contre l'environnement sont vraiment dommageables. Comment j'explique ça? Ben, c'est sûr que c'est un sujet qui est nouveau là, quand même dans l'imaginaire collectif. Là. Dans les années, avant les années 60, il n'y avait pas vraiment moyen en criminologie de s'intéresser à ça parce que c'était pas particulièrement connu. Mais je pense que malgré tout, maintenant, et ça c'est vraiment mon avis personnel, mais on a une conception du crime qui est vraiment orientée vers la criminalité de rue, les crimes qui sont visibles. Quand on regarde des émissions sur le crime, des true crime, on va parler de meurtre, d'agression sexuelle, de voies de fait, de gangs de rue. Donc, un crime dans l'imaginaire, c'est quelque chose qu'on peut voir. C'est quelque chose qui va causer des torts à une personne, mais on peut le voir. Tu sais, si je frappe quelqu'un, il y a un témoin qui peut, par exemple, assister à la scène. Puis ça, je pense que ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes qui vont rentrer en criminologie, par exemple, et qui vont s'intéresser aux victimes. Mais quand elles pensent aux victimes, elles pensent aux victimes d'agressions sexuelles, elles pensent aux victimes de voies de fait et pas aux victimes d'usines polluantes, ce qui est tout à fait normal parce qu'on n'en entend pas vraiment parler, tu sais. Puis Mhm. sinon, je pense qu'une autre piste de réflexion, mais c'est que dans la majorité des cas, les individus qui sont victimisés, en ont pas conscience. Si je respire de l'air, par exemple, qui est rendu euh, plus toxique à cause d'une usine, je le sais pas nécessairement jusqu'à ce que je développe des problèmes de santé. Et même le moment où je vais développer un problème de santé, je ferai pas nécessairement le lien avec la dite usine. Et ça peut prendre du temps avant qu'une communauté se dise, ah, mais c'est bizarre, tu sais, tous nos enfants font de l'asthme. Donc, c'est super difficile d'identifier les victimes. C'est difficile de faire le lien causal entre la conséquence et l'action. Puis, il y a beaucoup de personnes qui se considèrent pas victimes de crimes contre l'environnement, par exemple, parce que si je travaille pour une usine qui me permet de vivre, mais que parallèlement à ça, j'ai de l'asthme, dans mon calcul, ça se peut que je sois plus reconnaissant qu'autre chose à cette usine-là qui me permet de vivre. Tu sais. Donc ça, je pense que ça fait en sorte que pour les criminologues, c'est toute une nouvelle façon d'analyser un phénomène. Les méthodes traditionnelles sont efficaces, mais il faut en faire des nouvelles, tu sais, parce que victimes de meurtre, ben ça, on sait comment étudier ça, mais les crimes contre l'environnement, c'est tout nouveau. Donc, je pense que on n'est pas encore rendu là, mais ça va venir. Puis aussi, dans un article, tu dis une phrase qui m'a vraiment fait l'effet d'une claque. Puis je vais te citer. Avant les années 1970, les atteintes à la nature étaient considérées comme les conséquences inhérentes à une économie prospère. J'aimerais ça que tu commentes un peu cette phrase-là, qui est quand même assez renversante, là, je trouve. Ouais, ben ça fait pas super longtemps que les crimes contre, ben, que les dommages à l'environnement, on peut dire, sont apparus dans l'imaginaire collectif comme quelque chose de grave. Avant, c'est ça, comme j'écris, c'était vraiment une conséquence au développement économique. Euh, Par exemple, on peut penser au fleuve Colorado qui maintenant peine à se jeter dans l'océan tellement il y a des barrages, tellement il a été détourné. C'est quelque chose qui allait permettre de grandes avancées pour les États-Unis en termes d'agriculture, de développement de villes qui auraient peut-être même pas pu voir le jour. Tu sais, Las Vegas en plein désert, ça aurait été impossible sans le détournement de fleuves. Donc, je pense que ça, c'était vu vraiment comme une avancée importante qui allait permettre de devenir prospère. Maintenant, ça serait très difficile, je pense, de faire ce genre de détournement-là. On le voit au Québec quand on parle, par exemple, de construire un nouveau barrage électrique. Là, les gens sont beaucoup plus réticents. Euh, donc, on est plus soucieux de l'environnement. On se demande, on met plus l'environnement dans la balance de est-ce qu'on fait quelque chose ou non. Ça, il y en a beaucoup de scientifiques à remercier pour ça.
Par exemple, Rachel Carson qui a écrit un livre, Silent Spring, où est-ce qu'elle parlait de l'impact des insecticides sur les coquilles d'oiseaux. Dans les années 70, il y a eu aussi beaucoup de drames. Là. Je sais pas si tu as vu The Crown, où est-ce qu'on parlait, il y avait un moment où est-ce qu'il y avait une usine qui émettait vraiment beaucoup de produits chimiques en Angleterre, puis ça a fait beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Donc, c'est des choses qui ont vraiment marqué l'imaginaire collectif de OK, les usines peuvent nous faire du mal, les corporations aussi. Est-ce que je veux que mon pays avance économiquement, mais quitte à devoir porter des masques la moitié de l'année, tu sais? Donc, ça a vraiment amené une différente perspective par rapport à ça. Euh, Par contre, j'oserais quand même dire que même maintenant, la pollution, les dommages dans l'environnement, ça reste quand même considéré comme des produits inévitables de l'économie. Tu sais, on va gérer ça comme, par exemple, des risques. Donc, un déversement pétrolier, c'est qu'il y a eu une mauvaise gestion de risque. Ça aurait pas dû arriver. Mais on n'a pas agi en amont, on agit après. Ou par exemple, on va avoir une façon de penser qui est en lien avec la compensation. OK, je vais permettre cette courbe d'arbre-là, mais je veux qu'on replante après. Je vais permettre, OK, la coupe d'arbre, c'est un peu différent, mais sinon, je vais permettre qu'on construise sur ce milieu humide-là, mais en échange, vous allez devoir me donner de l'argent pour mettre dans un fonds environnemental. On est vraiment dans la compensation. On sait que c'est mal, mais on va agir après que ça soit fait pour compenser. Puis je pense que l'idée selon laquelle il y a une opposition entre protection de l'environnement et économie est encore vraiment d'actualité. Quand on parle de politique environnementale, souvent implicitement ou même explicitement, on parle que ça peut être fait au détriment des finances d'un pays. Est-ce qu'on veut vraiment arrêter d'utiliser le pétrole? Est-ce que le Canada peut économiquement s'en remettre? Il y a vraiment une adéquation qui est faite comme si l'environnement ne pouvait pas aller avec une économie prospère, ce qui est en fait faux. On pourrait miser sur des innovations technologiques, on pourrait essayer de voir justement comment on peut innover au niveau euh, économique. Donc ça, je pense que c'est vraiment encore assez présent. Puis tu sais, je pense que on parle de politique, mais il y a aussi des mentalités qu'on a qui sont à changer. L'environnement, selon moi, est vraiment perçu comme quelque chose qui est extérieur à nous. Tu sais, il y a vraiment une dichotomie entre l'être humain et la nature. Un exemple, quand je dis je vais en nature, mais je vais dans mon chalet, je vais sur le bord d'un lac, je vais dans un parc national. Je dirais pas je vais en nature parce que je vais à l'épicerie, mais je suis dans la nature à l'épicerie. Quand je reste chez moi et j'écoute Netflix, je suis dans l'environnement. Donc, il y a vraiment une fausse dichotomie. Puis même moi, là, je l'ai, là. Tu sais, si je te dis que je vais en nature, c'est sûr, je vais pas à l'épicerie, je vais dans un parc national, mais il y a cette dichotomie-là qui fait en sorte que la nature, c'est autre chose que nous. Puis je pense que si on travaillait ça, peut-être que ça aiderait justement à pas voir la nature comme une ressource à exploiter avec modération maintenant, tu sais. Puis nous-mêmes, dans le fond, on est des animaux là, qui vivent, tu sais, Ben qui oui, tu le dis dans la nature. C'est juste que, en tout cas, on a un peu plus de pouvoir pour se protéger justement comme des bouleversements climatiques. Mais moi, j'aimerais justement t'entendre sur le fait que, tu sais, qu'est-ce que le Canada fait à l'heure actuelle pour justement lutter contre les crimes contre l'environnement ou pour, comme du moins, réduire ça un peu? faut comprendre que au Canada, le gouvernement fédéral et provincial ont des compétences. On partage de champs de compétences qui a été euh, décidé au moment de la loi constitutionnelle canadienne, qui a été signée en 1867. Fait que la protection de l'environnement, c'était vraiment pas proche d'être un sujet d'actualité. Ça fait en sorte qu'il n'y a pas mention de protection de l'environnement. C'est un domaine qui est diffus, puis selon les compétences de chaque palier, ben là, les gouvernements peuvent légiférer selon certains sujets. Donc, au Canada, il y a des lois qui ont été mises en place. Ça fait longtemps. Par exemple, la loi sur les pêches date de 1985. Il y a la loi sur la protection de l'environnement, la loi sur les parcs canadiens. Il y a vraiment plusieurs lois environnementales qui prévoient des interdictions, des obligations, des sanctions aussi. Mais dans la très grande majorité des cas, et là, je pense que ça permet vraiment de mieux saisir l'action canadienne, dans la grande majorité des cas, il y a aussi des droits qui sont prévus pour l'obtention de permis ou d'autorisation. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un régime de permission qui encadre les actions potentiellement dangereuses pour l'environnement. Puis là, c'est vraiment ça qui m'intéressait dans le cadre de mon mémoire. Oui, on fait des projets de loi environnementaux.
on en dépose, on en accepte au Parlement canadien. Mais est-ce que la protection de l'environnement, c'est vraiment l'objectif? C'est quoi l'intention derrière les projets de loi? Euh, Est-ce qu'on arrive à une réelle protection de l'environnement? Donc, moi, c'est vraiment sur ça que je me pensais. Puis pour répondre un peu plus précisément avec un exemple à ta question, j'ai étudié entre autres le projet de loi 55, qui est un projet de loi sur la création de zones de protection maritime temporaire. C'est vraiment une bonne idée, en fait, c'est que nous, au Canada, on peut créer des zones de protection maritime quand on pense qu'un écosystème, bon, aurait besoin d'être protégé. Mais c'est un processus qui est extrêmement long, qui dure plusieurs années. Donc, l'idée, c'est de créer des zones de protection maritime temporaire. Donc, le ministre peut, en attendant que toutes les démarches soient faites pour avoir une vraie zone protégée, peut interdire certaines activités pour pas que l'environnement continue à cet endroit-là à se dégrader pendant tout le processus. Donc, ce qui, selon moi, est vraiment bon une bonne idée, mais ce qu'on constate, en fait, c'est que, oui, le ministre a le pouvoir de choisir les activités qu'il va interdire, mais indirectement, il a le pouvoir de permettre les activités qui vont avoir lieu pour les motifs et les raisons qu'il juge valables. Un des exemples qui était donné même en session parlementaire, c'était la pêche à chalut, qui va vraiment consister à aller gratter les fonds marins. Mais si, par exemple, je veux faire une zone de protection maritime pour protéger une sorte d'huître, mais que le ministre décide pour protéger l'économie de permettre la pêche à chalut, ben là, il y a un côté qui est vraiment aberrant là-dedans, là. Donc, oui, le Canada met en place des législations, mais on dirait qu'il y a toujours une petite porte de sortie qui est permise, qui est mise en place pour permettre des dommages à l'environnement au nom d'une économie prospère. Aussi, autre chose que j'ai remarqué, puis que d'autres chercheurs vraiment avaient remarqué avant moi, là, c'est le recours à une approche volontaire. Tu sais, quand on parle de vente de drogue, les lois sont claires. On sait qu'est-ce qu'on ne peut pas vendre, la quantité qu'on peut vendre, c'est quoi les peines en fonction de la quantité qu'on a vendue. Mais en matière d'environnement, les députés ont vraiment l'air de trouver qu'une approche volontaire, c'est préférable. Il y a un des projets, le projet de loi 238, qui parlait en fait d'élimination sécuritaire de lampes au mercure, le mercure qui est super toxique pour l'environnement et les êtres humains. Ben, il a été décidé de faire une stratégie, dans le fond, pour sensibiliser le secteur privé. L'objectif, c'est de maintenir la bonne entente avec le secteur privé. Donc, on voit que vraiment le bien-être économique des compagnies est vraiment au centre des décisions environnementales. Et je pense que ça se retrouve dans la majorité des lois environnementales, contrairement, par exemple, aux lois sur les drogues ou autres crimes tels qu'on les connaît là. Puis, d'un point de vue comme plus punitif, mettons, qu'est-ce qui pourrait permettre au système pénal canadien de poursuivre puis de condamner les entreprises qui causent les dommages environnementaux, tu sais, de vraiment les identifier comme les méchants un peu de l'histoire, là, puis de comme les tenir responsables finalement de leurs actions? C'est vraiment une grosse question. Mais je pense qu'il y a plusieurs pistes de solutions. Par exemple, il pourrait y avoir des enquêteurs spécialisés. Donc, par exemple, des personnes qui travaillent pour le service de police qui ont comme rôle d'identifier ce genre de délit-là. Ou sinon, une augmentation des inspecteurs qui travaillent déjà pour le ministère de l'Environnement. Donc, c'est pas obligé d'être des policiers. Parce que, tu sais, pour poursuivre, faut voir le crime. Et là, il y a beaucoup de poids qui est mis sur les victimes d'actes criminels, par exemple. Sinon, ben, il y a de la formation de procureurs. Si on parle vraiment d'un point de vue criminel, ben, il faut qu'un procureur porte plainte. Mais par exemple, un procureur va être plus habitué d'utiliser l'article de négligence criminelle pour poursuivre une personne qui a texté au volant et qui a causé un accident qu'un dirigeant de compagnie. Donc, peut-être de la formation à ce niveau-là. Aussi, la place des scientifiques dans tout le processus pourrait être changée dans le sens que là, on n'a pas besoin d'experts en balistique comme on est habitué. Ça se peut qu'on ait besoin de biologistes. Ça se peut aussi qu'on doive revoir l'importance du lien de causalité directe. Quand je parlais d'experts en balistique, c'est que là, ça permet vraiment de voir, oui, monsieur se tenait là, la victime était là, c'est vraiment cette balle-là qui a causé la mort. Mais là, c'est le genre de conclusion qui est extrêmement difficile à atteindre quand on parle de crime contre l'environnement, surtout s'il n'est pas visible, comme par exemple un déversement. Mais cette question-là, en fait, c'est vraiment la question qui est à la base de mon doctorat. Quand on parle de crime en général, je pense
et qu'on s'adresse à beaucoup de criminologues. Si on parle par exemple de vente de drogue, il y a beaucoup de criminologues qui vont être pour le fait de décriminaliser la vente de drogue. Comme quoi le système pénal n'est pas la bonne façon de gérer ça, parce que c'est un système qui est lourd, c'est un système qui est complexe. On n'est pas vraiment sûr que ça aide vraiment à prévenir le crime. Et là, j'ai l'impression qu'en tant que criminologue de l'environnement, je me positionne à l'inverse. Je dis, faut punir plus, faut punir plus fort, faut que les dirigeants d'entreprise aillent en prison. Tu sais, il y a comme un côté qui est vraiment émotif, je pense. Puis là, tu sais, avant, je voulais que personne aille en prison, mais maintenant, je veux que tous les CEO d'entreprise aillent en prison, tu sais. Donc là, j'essaie un peu de mettre le pied sur le frein puis de me questionner en reculant de cet instinct-là punitif, on peut dire. Ben, j'aimerais m'attarder dans le cadre de mon doc à est-ce que les peines plus sévères permettent vraiment de prévenir les crimes contre l'environnement? Est-ce qu'il faudrait pas à la place mettre en place des politiques d'éducation citoyenne, par exemple? Euh, donc, tu sais, par exemple, dès un jeune âge, on va au musée, mais on va pas se promener en forêt, on n'apprend pas les noms des plantes qui nous entourent, même dans la cour d'école, tu sais. Donc, je pense que peut-être c'est plus difficile de détruire quelque chose qu'on connaît, qu'on apprend à aimer. Donc, je me demande, est-ce que la sensibilisation, plus que des pancartes qui disent que c'est important de recycler, mais est-ce que la sensibilisation aide, par exemple, à diminuer le risque de crime contre l'environnement? Qu'est-ce qui joue un rôle? Peut-être que c'est les peines. Donc, si c'est le cas, il faudra trouver une façon de, comme je disais tantôt, de tout mettre ce beau monde-là en prison. Puis si c'est pas ça, ben c'est ça, d'essayer de se demander collectivement comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça sans que le système de justice criminelle soit complètement débordé plus qu'il ne l'est déjà. T'sais. Puis, je change complètement de direction. On passe au deuxième volet de questions qui sont plus orientées vers la cause féministe. T'en as nommé une tantôt, une autrice, mais est-ce qu'il y a des femmes écologistes ou écoféministes que, selon toi, il faut absolument lire? Ouais, c'est ça. Ben, tantôt, j'ai parlé de Rachel Carson. C'est super intéressant, son livre, là. C'est Printemps silencieux, là, qui parle des insecticides, des pesticides, en fait, le DDT aux États-Unis. Puis je pense que ça vaut vraiment la peine de s'attarder, bon, à elle et à son ouvrage parce que c'est vraiment emblématique, là, du mouvement écologiste. Féministe, ça, écoféministe, je sais pas. Je sais pas si elle-même s'identifie comme telle. Mais sinon, il y a une écrivaine féministe indienne, Vandana Shiva, qui est vraiment une figure de l'écoféministe. Elle dirige d'ailleurs une fondation de recherche sur le sujet, donc la recherche qui est vraiment en lien avec ton podcast, là. Donc, elle, je pense que ça vaut vraiment la peine de la lire. Il y a aussi Françoise, d'Aubonne, qui s'est intéressée à la relation, comme on parlait tantôt, entre le capitalisme, le patriarcat et l'exploitation des femmes et de la nature. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et elle amène un peu une critique de l'écoféministe qui peut permettre de voir un peu les deux côtés de la médaille de ce mouvement-là, qui, elle, en fait, s'éloigne de l'idée, et là, je dis pas que c'est toutes les écoféministes qui pensent ça, mais qu'il faut faire attention avec l'écoféministe d'identifier les femmes comme protectrices de la nature de façon innée, parce que là, on tombe aussi dans l'idée que la femme, naturellement, est caring et une mère pour tous et maternelle. Donc, en fait, elle s'éloigne un peu de cette idée-là que la femme est la protectrice naturelle de la nature, mais vraiment que la protection de la nature doit passer par la fin de l'exploitation de la femme. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis sinon, ben, tu sais, moi, je me rends compte, les écoféministes, peut-être qu'ils s'identifient pas comme tels, mais ils sont tellement partout. La dernière fois que j'ai été à une manifestation sur le climat, une de mes amies, sa pancarte, c'était ma planète, ma vulve, sauvons les milieux humides. Yeah! J'ai trouvé ça vraiment super. Fait que je pense que même naturellement, quand on n'est pas expert sur le sujet, ça peut être assez intuitif de trouver qu'il y a un lien entre le féminisme puis la protection de l'environnement, là. Oui, puis justement, est-ce que tu penses qu'il y a des liens à faire entre, mettons, la banalisation des crimes contre l'environnement puis les crimes commis contre les femmes? Parce que depuis tantôt, on parle, puis j'ai vraiment en tête le film Don't Look Up. Je sais Ah oui, oui, ben oui. mais il y a une espèce d'aveuglement, tu sais, sur l'urgence climatique, mais je trouve qu'il y a une espèce d'aveuglement aussi, par exemple, sur les crimes sexuels, tu sais, les crimes, mettons, plus de l'ordre de la violence conjugale. Je sais pas si tu veux nous en parler un peu de ton point de vue là-dessus.
Mhm. Ben, avant, je travaillais en maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, justement. Puis, je parlais souvent du concept de violence latente qui est présente dans notre société. Qu'est-ce que je veux dire par violence latente? C'est que si toi et moi, on marche dans la rue, c'est attendu que quand il fasse noir, on ait un peu peur. Personne n'est vraiment content de ça, mais c'est ça qui est ça. C'est attendu que peut-être j'aime me faire siffler dans la rue, que peut-être quelqu'un va venir m'importuner. On va pas faire de grandes manifestations pour ça, ni des projets de loi, parce que c'est une violence latente qui est acceptée. C'est comme si on conçoit que il y a un certain niveau de violence avec lequel les femmes doivent apprendre à conjuguer. Mais je pense que c'est la même chose un peu avec les crimes contre l'environnement, c'est que oui, s'il arrive quelque chose de grave, faut s'y pencher, mais tu sais, des petits, tu sais, la nature va toujours être un peu détruite, tu sais, c'est qui on est en tant qu'être humain. Boys will be boys, tu sais. Donc, je pense il y a ça, tu sais, le système patriarcal a été mis en place pour les hommes, par les hommes. Les lois ont été construites par ce système-là. Donc, la définition des crimes contre les femmes et des crimes contre l'environnement ont été faites pour permettre de continuer ce genre de violence-là, tu sais. Puis on voit des améliorations, mais il y a quand même un moment où est-ce que un groupe d'hommes s'est dit, ben oui, les agressions sexuelles, mais pas au sein du mariage. Au sein du mariage, ça compte pas. Donc, le système patriarcal est vraiment imbriqué dans notre système légal. La façon qu'on définit les agressions sexuelles, qu'on les prend en charge, a été pensée par des hommes. Euh, puis, en ce moment, on n'est pas non plus en réflexion profonde, malgré le mouvement MeToo, d'inclure les femmes dans une réflexion autour de qu'est-ce qu'une agression sexuelle et quelle devrait être la prise en charge. On est plus dans, bon, là, on a ça. Comment est-ce qu'on pourrait un peu le modifier pour que prendre en compte les femmes? On n'est pas dans une refonte totale de ce que c'est une violence sexuelle, là. Puis je pense que c'est un peu la même chose quand on parle de crimes contre l'environnement. Euh, Comme je disais, par exemple, dans le projet sur les aires de protection maritime. Sinon, ça me fait un peu penser quand on parle de crimes contre les femmes, on parle souvent de masculinité toxique. Puis, j'ai lu une étude de nurse dans le cadre de mon mémoire qui portait sur les individus qui sont reconnus coupables de crimes contre l'environnement, mais particulièrement en lien qui posent des dommages aux animaux sauvages. Puis, à un moment donné, au fil de son étude, le chercheur propose une typologie, donc découvre 4 types d'individus qui commettent des crimes qui impliquent des dommages aux animaux sauvages. Il y en a 4 et il y en a un que c'est les hommes motivés par la recherche de virilité. Puis dans son étude, ce qu'il dit, c'est que en fait, c'est de la criminalité qui est faite par des hommes, qui est motivée par une recherche de pouvoir, de virilité. C'est contrairement à d'autres catégories de crimes, des crimes qui vont être violents, qui vont poser des dommages directs aux animaux. Donc on parle pas, par exemple, de trafic d'une espèce pour la garder chez soi. C'est vraiment de causer des souffrances ou de tuer un animal. Et c'est des dommages qui vont être faits lors de pratiques d'activités qui sont typiquement masculines, comme le sport, les jeux de hasard, les combats d'animaux exotiques. Donc, il y a un lien à faire avec, comme je disais tantôt, le fameux boys will be boys, cette idée que la masculinité toxique peut être liée avec la violence faite aux femmes, mais aussi la violence faite à la nature. Puis, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais t'entendre encore plus sur ce point-là parce que historiquement, ça a toujours été considéré un peu comme le rôle des femmes de protéger les plus vulnérables. Je pense aussi que, tu sais, les femmes se sont beaucoup investies dans les causes militantes, tu sais, pour lutter contre les changements climatiques, par exemple, puis contre le nucléaire, entre autres. Puis, dirais-tu que ça a du sens concernant l'environnement? Il faut faire attention un peu à ce qu'on vit, là, comme tu le mentionnais tantôt. Ouais, ben en fait, je pense que oui, on voit encore que les femmes ont un rôle de protéger les plus vulnérables quand on parle d'environnement. Tu sais, on parlait d'écoféministes tantôt, ben tu sais, on le rappelle, éco vient de maison, donc c'est des femmes qui protègent leur maison, ce qui est quand même un peu ce qui est quand même un peu je sais même pas c'est quoi le mot, mais ce qui est un peu contre-intuitif parce que on en revient à un bon vieux scénario, un bon vieux
mon Dieu, comment stéréotype, j'en perds mes mots, mais oui, les femmes sont impliquées dans les mouvements écologistes et souvent une des raisons qu'elles vont nommer, c'est pour protéger les personnes qu'elles aiment. Et ces personnes-là étant des enfants, leurs parents, donc protéger des personnes qui sont euh, vulnérables. Mais je pense, comme tu dis, que même si on remarque que les femmes sont particulièrement impliquées quand on parle de protection de l'environnement, faut faire attention de pas tomber dans cette espèce d'essentialisation dangereuse du rôle de la femme. Tu sais, qu'il y a vraiment une différence entre les sexes, même si cette fois-ci est plus valorisante pour la femme. Tu sais, c'est plus valorisant de se faire dire ah, mais tu sais, toi, t'es proche de la nature, les femmes, vous êtes tellement caring, le pouce vert, vous allez sauver le monde. Tu sais, c'est plus le fun que de se faire dire que on doit rester à la maison puis s'occuper de 19 enfants. Mais ça reste que c'est la même chose qu'on dit quand même, tu sais. C'est aliénant, puis ça entrave le processus égalitaire, tu sais. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui est difficile. Puis aussi, euh, quand on tombe dans cette aliénation-là, cette essentialisation-là, ce qui arrive, c'est que les femmes jouent un rôle qui est souvent non rémunéré quand on parle de protection de l'environnement, qui est bénévole, l'implication militante, mais qui est pas en lien avec un poste au sein d'un gouvernement payé, au sein d'un organisme, une entité décisionnelle. Donc, encore une fois, c'est on tombe dans un travail gratuit parce que naturellement, on aime protéger l'environnement. T'sais. Donc, les femmes, on devrait leur laisser la place d'utiliser les sphères décisionnelles pour que, ben, si les femmes ont une capacité propre à protéger l'environnement, ben, au moins donnez-nous les outils pour le protéger pour vrai, tu sais. Puis donc c'est ça, je pense que c'est réellement dangereux aussi de penser que bon les femmes vont changer le monde à cause qu'elles sont capables de s'occuper des personnes vulnérables, mais réellement dangereux en cas de catastrophe naturelle, ça diminue leur chance de survie de devoir d'être celles à qui doivent porter le bébé, s'occuper des enfants, tu sais. Euh, c'est dangereux pour elles d'utiliser leur voix pour porter un message qui va à l'encontre d'un système établi. Dans certains endroits, ça peut amener l'incarcération. Donc, de partager cette responsabilité-là qui vient avec vraiment des dangers. Donc, je pense que là, les hommes, c'est le moment là, de prendre votre place dans tout ce qui est plus dangereux. Puis, je pense que quand on parle de protéger les plus vulnérables, on en a parlé tantôt, mais il y a l'aspect intersectionnel qui est vraiment important. Puis je pense que les écoféministes sont très fortes dans le côté intersectionnel. Donc ça, c'est vraiment un plus. Mais j'insiste vraiment parce qu'il y a beaucoup de mouvements verts qui, par exemple, vont miser sur la perte de biodiversité. Tu sais, on a tous vu une publicité ou un documentaire où est-ce qu'on voit un ours polaire qui nage dans l'océan infini puis qu'il n'y a pas de banquise proche, il va mourir, cet ours polaire-là. Je suis la première personne à perdre totalement le contrôle quand je vois ce genre de vidéo-là. Je trouve ça immensément triste. Mais on voit pas vraiment de publicité où est-ce que c'est une population autochtone qui, à cause de la fonte des glaciers, ne peut pas eux aussi chasser le phoque, tu sais. Donc, il y a des personnes sur la Terre qui sont particulièrement affectées. Et il faut que, en tant que femme qui soucie de l'environnement, on se penche sur la question. Donc, et voilà. Puis j'ai une dernière question là, pour ce bloc-là, parce que cette question-là m'a popé en tête dès les premières lignes là, que j'ai lues de tes articles. Mais est-ce que tu as fait face à des critiques concernant le choix de ton sujet? Puis est-ce qu'on t'a dit que c'était pas un vrai sujet d'étude ou est-ce qu'on t'a traité de grano ou pas prise au sérieux à cause de ton sujet? Ben oui, vraiment, vraiment beaucoup. Puis, je pense aussi que, puis ça, c'est pour beaucoup de choses qui sont liées à l'environnement. Tu sais, dès que tu dis que tu sais, que t'es végétarienne pour l'environnement ou que tu composes pour l'environnement, ben là, je fais des études sur la protection de l'environnement. Là, c'est comme, faut que tu deviennes un être humain parfait. Donc là, on va me demander, tu sais, OK, donc sûrement que tu n'as jamais acheté de vêtements dans la dernière année, que tu ne consommes pas de viande, de lait, tu sais. Puis si je le fais, ben mon sujet devient caduc, il sert plus à rien parce que dans le fond, moi, je détruis l'environnement, tu sais.
Mais non, je suis pas un être humain parfait. Je fais vraiment mon possible. Donc, tu sais, c'est drôle parce qu'on me reproche d'être grano, mais on me reproche aussi de pas être assez grano. Fait que, tu sais, je suis un peu mal barrée. Puis sinon, ben, on me demande aussi beaucoup qu'est-ce que ça va changer. Tu sais, je sais pas qu'est-ce que ça va changer. À chaque fois que je vais à une marche pour le climat, je sais pas qu'est-ce que ça va changer, mais je pense pas qu'on doit dévaloriser un métier parce qu'on voit pas concrètement qui pourrait changer le monde, là. Rares sont-ils, là, les métiers qui peuvent changer facilement de le monde. Mais malgré tout, tu sais, je pense que ma façon de vivre avec ce genre de critiques-là, c'est que je veux vraiment beaucoup vulgariser l'information que je vois. Je veux que ça soit accessible à tout le monde. Je veux pas être dans une chambre d'écho d'universitaires qui disent, qui se trouvent super intelligents. Euh, Puis, mais même au sein de la criminologie verte, la peur d'être considéré comme des granos est vraiment présente. L'utilisation du mot vert, c'est vraiment chargé. C'est un côté qui est plus militant, tu sais, penser le vert, tu sais, la nature, c'est pas, il y a pas juste du vert, mais le vert fait vraiment référence à la nature. C'est pour ça que ça s'appelle la criminologie verte. Mais il y a des chercheurs qui veulent se dissocier de ça parce que c'est pas une lutte, c'est pas une forme de militantisme, c'est un champ d'étude. Donc, même au niveau des criminologues qui étudient la criminalité verte, il y a aussi cette peur, je pense, d'être moins pris au sérieux parce que Oui, ben aussi, je pense que quand on se met à parler d'écologie ou de lutte contre les changements climatiques à des personnes, ils se sentent beaucoup attaqués ou ils n'ont pas envie d'entrer dans le sujet parce qu'ils ont un peu peur qu'on les oblige à changer leurs habitudes. ouais, c'est vrai. Puis aussi, je pense que ma façon d'aborder, tu sais, moi, je m'intéresse aux crimes corporatifs. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que ma façon d'aborder la question, quand je parle de ce que je fais, je dis toujours, et je pense qu'il faut enlever un poids de responsabilité aux individus et le remettre aux corporations qui, somme toute, polluent beaucoup plus que toi puis moi mis ensemble, tu sais. Donc, même quand je présente mon champ d'études, je dis là, que je viens pas pour juger personne. Puis si je parle avec une personne qui est dans le domaine entrepreneurial, ben là, je vais rajouter, je m'intéresse aux très grosses compagnies. Fait que, juste pour que personne se sente menacée. Puis, je veux aussi te poser deux questions que je pose à toutes mes invités. Est-ce Oui. que ça t'arrive que des hommes t'expliquent des choses que tu sais déjà? Hey, je me suis questionnée tellement longtemps sur ta question. Euh, jamais. Et à mon université, je suis la seule qui s'intéresse à ce que je fais. Je suis la seule qui travaille en criminologie verte. L'autre personne qui travaille sur le sujet, c'est une étudiante à la maîtrise. Donc, on est deux femmes au début de notre carrière de recherche, on peut dire. Donc, tu sais, ça serait vraiment difficile de m'expliquer quelque chose, mais pour l'instant ça m'est pas arrivé. Mais tu sais, par contre, il y a tellement d'autres choses qui arrivent. Tu sais, ça m'est arrivé de me faire dire de pas être trop émotive, de pas être trop sensible au vécu des étudiants, de pas, tu sais, puis c'est des choses qui seraient encouragées là si j'étais un homme là, un homme sensible au vécu de ses étudiants. Tu sais, c'est tellement beau, tu sais. Mais là moi, mais c'est que ça va nuire à mon travail. Tu sais, tu sais, comment est-ce que si je me soucie tellement du bien-être des animaux en Antarctique, tu sais, tu penserais pas que ça peut peut-être nuire à ton jugement quand tu fais des études. Mais tu sais, non, là, tu sais, je suis pas plus émotive qu'un autre, puis je suis pas trop sensible. Donc moi, c'est plus à ce niveau-là, je dirais, là, les commentaires sexistes que j'ai eus. OK. Mais c'est quand même encourageant. C'est ma première invitée qui me dit que ça lui est pas arrivé. Fait que peut-être que Yes! l'investisseur, c'est en train de changer aussi, là, puis qu'il il y a moins un double standard vis-à-vis de ça. Fait que tant mieux. Puis, selon toi, est-ce que on peut être à la fois féministe et chercheur universitaire? Ben j'espère vraiment. Je pense qu'il y a une idée dans le monde universitaire que faut être apolitique, faut pas se positionner comme étant féministe ou peu importe quoi, faut pas être militant. Tu sais, je pense que c'est facile à dire parce que historiquement c'est un milieu qui a été dominé par des hommes blancs de milieux aisés. Donc je comprends que pour eux leur motivation à être militant était peut-être limitée, tu sais, puis qu'il n'y avait pas un besoin intrinsèque de militer pour quelque chose qui venait leur rechercher, les chercher, tu sais. Fait que bon, moi je pense que c'est peut-être un peu outdated comme façon de voir les choses. Surtout que l'argument d'habitude, c'est que ça nuit à l'objectivité. Mais tu sais, il y a personne d'objectif, même dans le milieu des sciences, on sait maintenant que les femmes sont plus à risque de décéder dans un accident de voiture parce que la recherche a été faite à partir de mannequins hommes. Fait que, tu sais, ça veut dire que
même dans le milieu des sciences, il y a des biais inconscients qui font en sorte qu'on peut ne pas penser à mettre des mannequins femmes quand on teste une voiture. Tu sais, je veux dire, c'est fou là quand on y pense. Donc non, je pense pas que ça nuit à l'objectif d'être féministe. Au contraire, je pense que s'afficher comme féministe, ça permet aux personnes qui nous lisent et qui nous parlent de savoir d'où on vient, ce qu'on pense, et les recherches peuvent rester objectives. Je pense que l'important, c'est de faire preuve d'honnêteté intellectuelle dans le monde de la recherche. Puis, je pense qu'une personne féministe peut faire preuve de beaucoup d'honnêteté intellectuelle. Ben, je te remercie beaucoup, Malaika. C'est ce qui conclut là, ma série de questions. Puis, j'ai appris vraiment 45 000 nouvelles affaires en t'écoutant. Fait que je suis vraiment satisfaite de cet échange. Donc, merci beaucoup. Yes, ben merci à toi. Pour vrai, ça a vraiment été une belle discussion. Je suis contente. Si vous avez aimé cet épisode de podcast, partagez-le et abonnez-vous au petit cours d'histoire féministe sur YouTube, Instagram ou suivez-moi sur Facebook.